Bonjour, bienvenue à tous pour l'Agora des directeurs juridiques. J'ai le plaisir de vous accueillir pour traiter d'un thème qui nous concerne tous, tant sur un plan professionnel que personnel, comment détecter le mensonge verbal. Et alors, plus particulièrement, ça vous intéressera dans le système judiciaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvia Brégé, qui est criminologue et conférencière. Sylvia Brégé, bonjour. Bonjour Brice. Donc Sylvia, tu as travaillé notamment, je crois, avec la Gendarmerie nationale pendant plus de 11 ans. Tu étais la correspondante scientifique du pôle judiciaire. Oui, Tu peux peut-être nous en parler quelques instants. Oui, pendant 11 ans, c'était la formation des enquêteurs, tout ce qui était criminologique et plus particulièrement centré sur tout ce qui concerne les atteintes aux mineurs et les techniques d'audition. Et justement, le mensonge, ça en fait partie. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors la détection du mensonge dans le monde judiciaire, sur quoi faut-il porter son attention ? Alors la première chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est sur la préparation de l'entretien. Quand on veut connaître la vérité et qu'on doit interroger quelqu'un, il faut bien comprendre que l'on va avoir une interaction stratégique avec l'autre. Donc il y a des techniques qui existent et qu'il faut préparer. Donc la première chose, c'est bien se préparer pour faire parler la personne. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les menteurs ont tous, pour la plupart, un dilemme. Donc les menteurs savent qu'ils mentent. Soit ils vont inventer un mensonge de toute pièce, soit ils vont cacher la vérité. Ce sont deux choses différentes. Mais leur dilemme à eux, c'est qu'ils ne savent pas ce que vous avez entre vos mains. Et en fait, cet entretien que vous devez préparer, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme une partie de poker. Je pensais à ça justement, une partie de poker. La partie de poker, c'est-à-dire qu'on avance subtilement, mais on a des bonnes cartes. Et ces bonnes cartes, vous devez les garder pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par bonne carte ? Eh bien, c'est quand on a des preuves. Quand vous avez des preuves entre vos mains, il est vraiment capital de faire en sorte que la personne que vous allez interroger ou les personnes que vous allez interroger ne connaissent pas ces preuves-là. Pourquoi ? Parce que si elles ont connaissance de ces éléments que vous avez entre vos mains, elles vont se préparer. Elles vont se préparer, elles vont également refaire le discours pour que ça colle aux éléments. Donc ça, c'est un problème. Ça veut donc dire qu'on interroge la personne, on écoute ce qu'elle a à dire, et si l'individu continue à persister dans son mensonge ou à nier les faits, à partir de là, comme au poker, on sort la bonne carte. Pas toutes les cartes, j'insiste bien. Vous sortez la première carte et on voit comment la personne va réagir. Et si ça commence à cafouiller, au fur et à mesure, on va pouvoir commencer à sortir les preuves. Mais il faut vraiment surtout les garder pour soi au départ, parce qu'il y en a beaucoup qui tout de suite mettent devant l'évidence la personne, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc un bon entretien, c'est savoir poser les bonnes questions au bon moment. Il faut encourager l'autre à parler, parce que plus il va nous parler, plus ça peut nous donner des indices sur une éventuelle tromperie. Et surtout, comme on dit, plus la personne parle, plus elle donne de détails, et éventuellement, c'est peut-être dans ces détails, on peut trouver un mensonge. Pourquoi pas ? Alors justement, sur la notion de détail dans la vérité, dans le mensonge, est-ce qu'une personne qui donne plus de détails, est-ce que c'est un indice de mensonge finalement, ou par rapport à une personne qui donnerait moins de précision ? Dans la détection du mensonge, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Ouais. Il y a beaucoup de nuances. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que plus vous posez une question à quelqu'un et plus cette personne prend du temps pour répondre, donne beaucoup d'informations, il peut y avoir une éventuelle tromperie. Donc ça peut être tout à fait vrai, comme ça peut être tout à fait inexact. Parce que quand vous posez une question et que la personne vous donne beaucoup d'éléments, eh bien, vous avez une carte à jouer encore, décidément. C'est-à-dire, vous devez vous poser une question impérative qui va être: est-ce que toute cette masse d'informations que l'interlocuteur m'envoie, est-ce que ça donne de la matière à ma question de base ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Si c'est oui, si ça alimente en tout cas la recherche de vérité, vous laissez la personne continuer de parler. Si au contraire, vous vous rendez compte que ça n'amène à rien, vous la stoppez tout de suite. Pour la recadrer, lui dire: attendez, je vous ai posé une question simple, vous y répondez simplement. Parce que c'est une technique qui est très utilisée par les menteurs, on appelle ça la méthode, la technique d'endormissement. C'est-à-dire que je te raconte
plein de détails, je te donne plein de détails. Et si la personne en face qui réceptionne toutes ces informations n'est pas formée, non seulement elle va écouter attentivement, mais elle va donner du crédit à ce que l'autre raconte et va même penser d'ailleurs que son interlocuteur est coopératif. Donc il faut faire attention à tout ça. Ce sont des méthodes qui sont utilisées par tout type de menteur. D'accord. Et alors, dans les tribunaux, qu'en est-il de la détection du mensonge ? Alors c'est difficile à dire, il y a plein de paramètres à prendre en considération. En fait, ça va dépendre des capacités naturelles des juges, des capacités naturelles des avocats, et puis il ne faut pas oublier les jurés. Donc ça va dépendre de leur expérience. Parce que si ce sont des personnes qui sont formées, effectivement, elles auront de la matière. Le problème, c'est que les juges ne sont pas forcément spécifiquement formés à l'analyse comportementale. Il n'y a pas de ce type de matière à l'ENM ou Ils peuvent le faire par eux-mêmes. Ouais. Les avocats le font beaucoup. Ouais. Ils se forment par eux-mêmes sur ce type de sujet. Mais les jurés, c'est pareil. Les personnes lambda s'intéressent aussi beaucoup à ces thèmes-là. Alors après, il faut voir où est-ce qu'ils vont chercher les informations. Mais la plupart du temps, quand les personnes ne sont pas formées, c'est-à-dire juges, jurés et avocats, ils se basent sur quoi ? Ils vont se baser sur les débats contradictoires. Ils vont se baser sur les preuves, évidemment, quand il y en a. Puis ils vont aussi se baser sur l'attitude de la personne. Donc ça peut être très confus au final. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas formé va plus être dans une sorte d'interprétation qui va être basée sur l'instinct, alors qu'une personne qui est formée, elle va plus avoir on va dire une analyse froide, une analyse de mise à distance qui peut être plus claire en tout cas avoir de meilleurs indices que ceux qui sont basés sur l'instinct. Je ne dis pas que l'instinct, ce n'est pas une bonne chose, mais c'est mieux de lier l'instinct et la logique. D'accord, oui, parce qu'on dit souvent qu'il faut quand même faire confiance à son intuition, Tout à fait. que c'est souvent, on est souvent pas loin de la vérité quand on a une intuition. Mais le mieux, c'est effectivement de mêler les deux. C'est toujours un plus. On peut avoir une intuition sur un environnement, on peut avoir une intuition sur quelque chose, mais sur la lecture, la grille de lecture de quelqu'un, c'est bien aussi d'avoir de la matière rationnelle. Alors on parle de matière rationnelle. On voit très souvent dans les fictions le détecteur de mensonges qu'on appelle le polygraphe. Est-ce que c'est utilisé en France ? Est-ce que c'est utilisé dans les tribunaux ? Et surtout, quelle est sa valeur en termes de vérité ? Il y a plusieurs pays qui utilisent le polygraphe depuis très longtemps. En France, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la police n'utilise pas ce genre de matériel, bien qu'il y ait des propositions en ce sens, puisqu'il y a des boîtes privées qui se montent et qui proposent ce type d'outils. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe, on a quand même un recul qui permet de dire que le polygraphe n'est pas un outil qui est suffisamment précis. Pourquoi ? Alors on parle de détecteur de mensonges, ce qui n'est pas tout à fait juste à la base. C'est plus un détecteur d'émotions. Un détecteur d'émotions. Ouais. Voilà. Par exemple, si demain tu es interrogé, qu'on te met un polygraphe sur toi, eh bien le polygraphe va mesurer toutes tes réactions physiologiques. Donc ça veut dire que si tu as une pression artérielle qui augmente, si ta respiration s'accélère, si ton cœur bat plus fort ou si tu commences à transpirer, eh bien l'appareil et la personne qui est derrière, parce que l'appareil ne fonctionne pas tout seul, et également quelqu'un qui dirige tout ça, peut dire que là tu es en train de mentir, alors que ce n'est peut-être pas du tout le cas. Ça peut être l'environnement qui cause ça, le contexte de la situation. La pression, finalement. La pression. Selon le contexte, effectivement, un contexte, on va dire, judiciaire, il y a une pression qui peut créer de l'émotion, Il y a une pression alors naturelle. que pour autant, on peut être sincère. Hein. Complètement. Donc tout ça, on sait qu'aujourd'hui, c'est un outil qui n'est pas inintéressant. Mais si on s'en sert mal, si on l'étudie mal, si on l'interprète mal, et on a eu le cas, on a eu des faux positifs. Donc le fait que le polygraphe ne soit pas utilisé dans les tribunaux pour savoir si quelqu'un ment ou pas, Oui. Au final, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. D'accord. Alors toujours sur cette question un petit peu de rationalité par rapport à la vérité et le mensonge, est-ce qu'il y a des recherches scientifiques sur la détection du mensonge ? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Où en est-on de la recherche scientifique finalement ? Est-ce qu'il y a des éléments très concrets ?
Alors, dans la détection du mensonge, je l'ai souvent dit sur les plateaux de l'Agora ou dans les conférences sur ce sujet, c'est une matière qui est très compliquée, plus qu'on veut bien le faire croire. Il n'y a pas de vérité absolue, c'est ça, Ah sur non, le mensonge. mais dans l'humain en général, j'ai Oui. envie de dire. Cependant, c'est un sujet psychologique. Donc, c'est un sujet qui interpelle la science. Et la science, elle a effectivement mis en place des recherches sur le sujet. Mais ce n'est pas parce que la science est la science qu'elle dit forcément vrai. Le fait est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur la détection du mensonge comme dans d'autres sujets. Il en est ressorti des résultats. Quelques mois plus tard, une autre recherche est mise en place sur le même sujet et va contredire complètement ce qui a été dit préalablement. Donc la science peut aussi effacer des données, voire dire qu'elle s'est trompée. La science peut se tromper. Qu'est-ce qui se passe? À quoi on se confronte au niveau scientifique? C'est vrai qu'on accorde une part un capital à la science, mais le problème, c'est qu'on fait appel à des étudiants ou on fait appel à un échantillon de testeurs. D'accord? Ils viennent dans un environnement bien spécifique, qu'est le laboratoire. Ils savent pourquoi ils sont là. Donc on leur pose des questions, par exemple pour savoir comment détecter le mensonge. Ils vont avoir des réponses et des réactions. Maintenant, ces mêmes personnes, on va les mettre dans un environnement réel, par exemple un environnement judiciaire. Il y a fort à parier que les réactions ne seront pas les mêmes. Donc, on a d'un côté des étudiants et des testeurs, et de l'autre, dans la vraie vie, on a affaire à des menteurs pathologiques, on a affaire à des escrocs professionnels, on a aussi affaire à des psychopathes ou des menteurs expérimentés. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, les données peuvent être erronées. Il y a quand même une marge d'erreur que l'on doit prendre en considération. Donc, je ne dis pas que la science a tort, on a besoin d'elle, mais l'environnement situationnel est primordial et ce n'est pas la même chose, on n'aura pas les mêmes réactions dans un laboratoire que dans la vie réelle, tout simplement. Alors, tu parlais justement des menteurs expérimentés. Alors, peut-être qu'il faut distinguer les menteurs pathologiques, qui ont finalement une maladie. Je crois que la mythomanie est une maladie, je pense. Et les menteurs malveillants, escrocs ou autres. Déjà, quelle sera un petit peu est-ce qu'il y a une distinction? Et puis surtout, de quoi faut-il se méfier avec ces menteurs? Les menteurs expérimentés par rapport aux autres, généralement, ils ne tombent pas dans les pièges qu'on leur tend. Il faut comprendre que ce sont des personnes qui sont préparées. Elles sont prêtes pour le combat. Et en plus, elles aiment beaucoup défier les gens qui vont venir les interroger. Donc là, on a déjà affaire à un soldat du mensonge qui est prêt. Ils utilisent plein de techniques qu'ils ont eu le temps d'essayer sur plein de gens. Donc ils savent ce qui marche, ils savent ce qui marche moins bien. Dans toutes les techniques qu'ils utilisent, celle qu'ils préfèrent, c'est cacher la vérité. Ça ne demande pas un gros effort par rapport au fait de créer un mensonge de A jusqu'à Z. Cacher la vérité, ça nécessite très peu d'efforts cognitifs. Donc ces menteurs expérimentés, rappelez-vous toujours qu'ils ont commencé à mentir très tôt. Et ils ont commencé à mentir très tôt à des gens qu'ils aiment, parce qu'on peut mentir à quelqu'un et aimer cette personne, ça n'a absolument rien à voir. Ils ont menti à leurs parents, à leur famille, frères et sœurs, puis plus tard ils ont menti à leurs conjoints, à leurs enfants. Donc comprenez bien que ces personnes, le fait de mentir dans un environnement professionnel ou judiciaire, c'est pas quelque chose qui va les déranger. Donc ce sont des personnes qui ont de l'expérience, et en plus, avec tout ce temps où ils ont appris à mentir, ils ont gagné en confiance, ils ont gagné en créativité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont créer des mensonges tout à fait incroyables, et ils ont gagné surtout, et ça c'est le plus grave, en crédibilité. Et comme ce sont des gens qui sont à l'aise dans le mensonge, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent, eh bien aux yeux des autres, ça paraît cohérent, ça paraît crédible. Et pour des gens qui sont, même des gens comme moi, eh bien un menteur qui est expérimenté va être un problème parce que sa grille de lecture va être très difficile puisqu'il est à l'aise, il ne laissera rien échapper de contradictoire. Et ce sont des personnes dont il faut se méfier par rapport à ça. C'est-à-dire, il n'y en a pas partout, mais ils existent. Et plus on est performant, plus on a de l'expérience dans le mensonge, c'est comme dans tout, plus on peut paraître crédible, en confiance. Et donc,
On peut faire avaler des couleuvres à n'importe qui comme ça. Et donc, mais il est finalement assez difficile de les détecter. Alors, les menteurs professionnels, très certainement, parce que c'est l'habitude, l'entraînement, etc. Et les menteurs plutôt pathologiques, est-ce qu'il y a moyen presque de détecter cette forme de maladie avec des symptômes peut-être ou... Oui, si ce sont des psychotiques, etc., on le voit de toute façon qu'il y a un problème. Mais il y a aussi une autre version des menteurs qui est problématique, notamment pour des gens qui sont dans l'analyse comportementale. Ce sont ces personnes qui vont mentir, alors peut-être pas tout le temps, mais qui vont mentir sur un sujet précis et grave, et qui vont croire ce qu'ils racontent. Voilà. Dans les cas d'infanticide, par exemple, les mères qui ont tué leurs enfants, lorsqu'elles expliquent que soit l'enfant a eu un accident, soit il est porté disparu, elles racontent effectivement un mensonge, mais le fait est que le drame est tellement terrible qu'il y a un système de défense qui se met en place. Donc au départ, elles inventent quelque chose, mais petit à petit, ce mensonge devient une réalité pour la personne qui le raconte. Donc à partir de là, c'est très difficile aussi, comme le menteur expérimenté, de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas. Il y a de la cohérence, tant verbale que non verbale. Il y a de la sincérité dans ce qui est raconté. Parce que la personne éprouve, pour le coup, réellement, elle ne sait plus qu'elle ment. C'est ça. Alors que le menteur expérimenté, il sait qu'il ment et il adore ça. Il y a une autre question que je voulais poser, on a encore du temps, c'est autour des signaux émotionnels. On a parlé de la notion d'émotion avec le polygraphe. Est-ce que finalement ces signaux émotionnels sont un bon indicateur de mensonge ? Ils sont intéressants en tout cas à observer parce que ça te permet d'avoir une meilleure interaction avec l'interlocuteur. C'est-à-dire de savoir repérer un état émotionnel, c'est un plus dans la communication, y compris dans le système judiciaire. Parfois, le problème, c'est qu'on va apparenter de la peur ou du malaise. Par exemple, on est au tribunal, on pose une question à quelqu'un et subitement, on voit que ça commence à paniquer, que ça commence à être gêné. Beaucoup de gens peuvent dire... Là, c'est bizarre comme réaction, il y a peut-être un mensonge. Alors qu'encore une fois, on y revient, il y a tout un contexte qui peut expliquer pourquoi. C'est pareil au niveau du visage. Le visage, c'est ce qu'on lit en premier. Quand on veut savoir quelque chose sur quelqu'un, on regarde son visage. Nous avons même des outils qui lisent en temps réel les expressions faciales. Mais là aussi, il faut faire attention. Par exemple, je vois des tonnes de formations sur les micro-expressions. Donc ces petites expressions faciales qui vont s'afficher durant même pas un 25e de seconde, qui sont ce qu'on appelle des fuites faciales, c'est-à-dire qu'on ressent quelque chose mais on ne veut pas le montrer, sauf que le cerveau, lui, il lâche l'affaire. Il le montre, mais c'est très furtif. Le problème, c'est que les gens, du coup, se concentrent énormément sur ces micro-expressions. Ils sont en attente de voir la micro-expression qui va intervenir sur le visage de l'interlocuteur. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces micro-expressions, aussi intéressant soit-il de connaître le sujet, malheureusement, sont très rares. Et ça demande une concentration incroyable pour l'observateur et c'est au détriment du reste. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le reste du corps, les mains, le buste, la façon dont on se positionne. Et puis surtout, il faut écouter ce que la personne raconte. Alors c'est vrai que tu parles très souvent, moi ça m'a marqué parce que très souvent on raconte, et parfois des conférenciers, que lorsqu'on croise les bras, c'est souvent un signe de défense et finalement peut-être de mensonge. Est-ce que c'est réel ou pas ? C'est une aberration. C'est une aberration parce que là, on parle de gestes, de mensonges précis. Effectivement, les bras croisés, on a une vision très négative des bras croisés, mais c'est juste une posture. C'est juste quand on a froid. C'est juste un moment où on repart en soi-même. On peut être en désaccord et le montrer à quelqu'un, mais il y a plein d'indices. Il n'y a pas que le fait de croiser les bras. Donc quand vous voyez que quelqu'un croise les bras devant vous, vous posez pas trop de questions. C'est juste que c'est surtout pour se donner une attitude, tout simplement une prestance. Et ça, il faut vraiment que les gens l'entendent parce qu'encore aujourd'hui, c'est enseigné comme étant une posture indélicate, dont il faut se méfier. Il n'y a absolument pas de méfiance ou de vigilance à avoir par rapport à tout ça, que ce soit dans des entretiens d'embauche ou lorsqu'un avocat parle avec son client ou autre. Ça peut s'expliquer
il y a des centaines d'explications pour un croisement de bras. Alors finalement, peut-être un petit peu pour conclure, mais quelle est la meilleure manière de faire tomber le masque d'un menteur ? Alors, la meilleure, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle. Mais ce qui est sûr, c'est que ne soyez pas concentrés sur vous-même. C'est-à-dire que lorsque l'on veut savoir la vérité chez quelqu'un, on se concentre tellement sur lui-même, on est tellement à l'affût d'un indice que la seule personne sur laquelle on se concentre, c'est sur nous. Parce qu'on veut avoir raison, parce qu'on veut prouver que la personne ment ou dit la vérité, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc ne cherchez pas forcément une micro-expression, un geste ou un mot qui va vous mettre sur la voie de la vérité. Contentez-vous de poser la question, d'écouter la personne, de la regarder et surtout écouter ce qu'elle dit et comment elle le dit. Parce que le mensonge, c'est surtout dans tout ça qu'on va le retrouver. Ensuite, il faut regrouper les informations que l'on a entre nos mains. Donc, pensez à la partie de poker. On a des cartes, donc les cartes, ce sont les preuves, quand on en a. Ces preuves-là, c'est un point de départ. Ensuite, on écoute la personne et on commence à comparer ce que l'on a, ce que la personne dit, ce qu'elle montre. Et là, on commence à y voir un petit peu plus clair. Il faut être assez froid, en fait, quand on lit quelqu'un. Donc, il faut bien comprendre que si on veut amener l'autre à se trahir, il faut le faire parler. Il faut poser des questions ouvertes. On ne lui coupe pas la parole et on y va au fur et à mesure. C'est vraiment, c'est peut-être pas joli parce qu'on parle de communication, mais c'est quand il y a un enjeu qui est celui de la vérité, eh bien, on se doit de faire une petite partie de poker avec l'autre pour faire jaillir ce qui est vrai, mais aussi pour montrer ce qui ne l'est pas. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Il y aura encore beaucoup à dire, mais voilà, là, il y aura faudrait sûrement une journée entière qu'on soit installé là. Donc ça serait peut-être un petit peu long pour les gens. Mais oui, le mensonge, c'est un vrai sujet, mais c'est plus complexe qu'on veut bien le faire croire dans les formations, les conférences. Ouais. Merci Sylvia, merci à tous. Nous vous donnons évidemment rendez-vous à très bientôt sur Agora Manager.